premier point. Deuxième point, ce que peut faire Jimmy en plus de ça, c'est de se dire, moi je vous donne le leasing, donc je vais transférer les droits que j'ai sur ce contrat de leasing dans la SPV, dans la société ad hoc, et en même temps, du fait de ma connaissance de cette activité, d'être dans ce métier, etc., en tant que serviceur et originateur, justement, je mets d'autres typologies d'actifs, comme on l'a dit, la Moulabaha, etc., qui permet de pallier potentiellement à des insuffisances de cash flow. Donc une fois, tout ça est lié à des business plans, des scénarios pessimistes et optimistes, etc. Et le taux qu'on va proposer aux investisseurs, c'est un taux quand même qui a été bien pensé pour ne pas se mettre en difficulté en cas de petite baisse de l'activité. Donc une fois, il existe des défauts dans les soukouk. Vous avez eu pas mal, notamment dans l'immobilier, Nakhil, Tabrid, etc. Même dans l'émission, même dans l'exploitation industrielle, Danagas, Investment Dal, qui était un fonds koweïtien plutôt capital risque, qui a fait un peu, enfin, qui s'est laissé piéger par la course au rendement, et notamment sur la folie des années 2005, et qui a pris la crise de plein fouet, et donc qui a fait défaut. Donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses, mais généralement, encore une fois, le soukouk, il est bien pensé. Et peut-être j'enchaîne juste sur l'autre question qui était sur le soukouk, est-ce qu'on peut faire un fonds qui va émettre des soukouk? La meilleure façon de penser à ça, et je suis sûr que vous avez l'équivalent ici, c'est les EPCVM. Qu'est-ce qu'un EPCVM? Et en France, on a deux types. On a ce qu'on appelle les SICAV et les FCP. Mais, comme ici, très bien. Donc le FCP, mettons le SICAV de côté, prenons le FCP. Qu'est-ce qu'un FCP? Le fonds commun de placement. Un fonds commun de placement, c'est-à-dire, en tant que porteur de titre du fonds commun de placement, j'ai quoi? J'ai pas une action dans ma main, j'ai bien un droit directement sur la propriété de l'UFCP. Ce n'est pas une personnalité morale, c'est donc l'actif directement dont je détiens une quote-part. Ça, c'est la meilleure définition de soukouk. Donc, vous faites un fonds, et je suis sûr qu'il y a des gestionnaires, des asset managers dans la salle, vous faites un fonds diversifié, un fonds action, un fonds même avec un peu de matières premières, avec des actifs réels. Vous en faites un FCP ou même une SICAV, ce sera une autre forme, mais en l'occurrence un FCP, vous avez un droit directement sur le sous-jacent que compose le fonds. Donc vous êtes une définition parfaite des soukouk. C'est vrai surtout en France, c'est l'équivalent de ça sur l'immobilier, sous deux formes, les SCPI et les OPCI. Les EPCI, donc c'est l'organisme de placement collectif immobilier, ou le SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, on est exactement comme ça, on détient directement une quote-part des actifs du fonds et donc de l'immobilier. C'est au lieu d'être de l'immobilier en direct, j'ai de l'immobilier indirect, mais qui représente directement la quote-part du sous-jacent. Il existe des fonds, alors je voulais prendre l'exemple des grands fonds soukouk qui existent, notamment en Angleterre. Vous avez deux grandes banques d'investissement, BLMI, Banque London of Middle East, et QIB, Qatar Islamic Bank UK, qui sont des grands asset managers de fonds de soukouk. Deux super fonds, un qui s'appelle Global Soukouk Fund, de QIB, et c'est un des fonds qui est les plus intéressants, donc lui c'est un fonds de fonds, c'est un fonds de soukouk. C'est pas un fonds qui est le soukouk lui-même, mais c'est un fonds qui détient des soukouk. Et ça c'est aussi une très belle forme de gestion collective dans les soukouk. Je pense que la dernière question c'était sur l'argumentation, les avantages fiscaux. Il y avait des questions en fait, de M. Hayes, donc à la fois sur qu'est-ce qui va garantir qu'on va développer enfin les SOCO, qu'est-ce qu'il y a des garanties en termes de décret d'application, en termes d'incitation. Il y avait également la question sur les aspects fiscaux, notamment en termes d'avantages fiscaux pour ce qui a été fait. Et la question également est posée à une troisième sous-question dans cette question sur l'appréciation de M. Patel sur la réglementation qui a été mise en place en vigueur.
Donc la première question qui concerne un peu les autorités de tutelle, nous on est opérateurs, mais on œuvre justement pour qu'il y ait des incitations et des textes qui encouragent la titrisation d'une manière générale et pas forcément les sous-coupes. Maintenant je pense, je me permets de répondre, d'apporter une partie de la réponse, je ne pense pas qu'une classe d'actifs ou un financement donné dans le contexte marocain serait privilégié par rapport à un autre. Donc même dans notre discussion avec, sur les aspects fiscaux, donc, il faut éviter de privilégier, enfin, l'axe principal c'était ça. Bon, on ouvre à cette nouvelle catégorie de titres, on met tout l'arsenal juridique et fiscal pour pouvoir le faire. Maintenant, l'aspect incitation, donc c'est un autre sujet qu'il faut regarder dans le cadre des marchés de capitaux d'une manière générale. Ceci dit, pour la titrisation et pour les sous-coupes, nous, en tant qu'opérateurs, donc on est derrière des textes d'accompagnement, parce qu'on a parlé de la loi, le cadre légal, le cadre fiscal. Bon, je n'ai pas parlé, parce que ce n'était pas l'occasion aujourd'hui, de tous les textes d'accompagnement qu'on a proposés. Une vision de 360 degrés. Donc on a également proposé des amendements au texte régissant des investissements des sociétés d'assurance et les sociétés de gestion de PCVM, justement en accordant des poches dédiées au fonds de titrisation, en l'isolant par rapport à d'autres catégories d'actifs, mais c'est surtout de pouvoir mesurer le risque par rapport au sous-jacent et non pas par rapport à l'appellation fonds de titrisation. Surtout qu'aujourd'hui, un fonds de titrisation peut acquérir des actifs et il peut émettre des titres de différentes catégories. Donc il faut un assouplissement des règles prudentielles d'investissement dans ce sens, chose que nous sommes d'ailleurs en train de discuter avec le ministère des Finances et les autorités de tutelle. Merci. Alors, c'est une grande question. Quelle est l'appréciation sur tous les efforts qui sont faits sur le Maroc? Si vous me permettez, je répondrai en deux parties de réponse, une pour vous rassurer et une pour vous provoquer. Alors la première c'est tout ce qui est fait, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un alignement de planète entre la volonté du gouvernement, les professionnels, le régulateur, etc. Et puis l'appétit des investisseurs qui sont là, hein, on les voit, investisseurs internationaux qui sont aux portes du Maroc. Donc c'est plutôt bien, et surtout la loi sur la titrisation, comme l'a rappelé madame, est quand même bien pensée, avec quelque chose qui soit un peu comme je disais en introduction, un couteau suisse. Ce qu'il nous faut, c'est pas le truc dédié pour les sous-coupes, mais quelque chose de plus large qui permet une certaine flexibilité et surtout d'être consensuel. C'est difficile de faire du consensuel sur la finance islamique, parce que derrière c'est quoi? C'est le droit musulman qui est, encore une fois, c'est pas un droit normé comme notamment le droit français, mais c'est un droit un peu casuistique avec une jurisprudence qui se développe au fur et à mesure. Donc c'est très bien d'avoir cette loi sur la titrisation qui permet de faire beaucoup de choses, que ce soit des vrais actifs, des droits, des directs, indirects, des types de créances, etc. etc. Après c'est libre aux opérateurs d'être plus ou moins, donc très proche actif réel action, ou moins, plutôt proche type de créance. Encore une fois, vous rappelez les questions dont je vous invitais à réfléchir, c'est pour qui et pourquoi? Pour quel usage et pour qui, quel investisseur? Il y a des investisseurs qui vont préférer le risque conventionnel et d'autres qui aimeraient bien être un risque en partenariat. Donc tout ça, c'est en fonction de l'appétit de l'investisseur. Généralement, on fait un secours, pas pour se faire plaisir soi, mais plutôt pour lever des capitaux. Donc il faut voir ce que les investisseurs attendent. Donc ça, voilà, c'est très bien, un certain nombre de choses qui sont faites. Bon, il y a encore un petit truc là sur la fiscalité qui ne me paraît pas encore très visible, en tout cas d'un point de vue extérieur, notamment cette retenue à la source, etc., ou même ce taux réduit de 10%. Idéalement, ça ne devrait pas exister. Bon, passons. Maintenant, pour vous provoquer, je dirais c'est un peu le syndrome de la France et de l'Allemagne. Je reprends un exemple qui nous a été cité par un directeur d'une banque de Koweït Finance House, qui connaît bien la France, lui-même étant francophone,
et qui est venu, qui a assisté à différentes conférences en France, où il est gentiment invité, et donc de façon très polie, il vient à chaque fois, il essaie d'intervenir. Il était notamment invité à Bercy, directement au grand amphi de Bercy, pour répondre à un certain nombre de questions suite à... Enfin, il y avait Christine Lagarde, etc., etc. Et récemment, il commence à être un peu fatigué, parce que ça fait depuis 2007 qu'on fait des conférences, etc. Et il a un peu lâché devant la scène en disant vous les Français, c'est toujours comme ça, c'est des centaines de discussions, de palabres, de conférences, vous êtes à la énième conférence. Moi, en tant que directeur d'une banque qui regarde le monde, et notamment l'Europe, je vois la France qui parle, et qui au final n'a rien. De l'autre côté, l'Allemagne, ils ont organisé depuis 5 ans seulement 2 conférences, ils ont émis un sukuk souverain de 100 millions d'euros, et ils ont une banque qui a déjà été agréée pour une partie collecte, transfert d'argent, et qui aujourd'hui va être une banque universelle. Donc efficacité, pragmatisme. Juste pour vous provoquer, faites attention, vos voisins d'à côté sont en train d'avancer, et ils ont fait des petites annonces récemment qui montrent qu'ils sont quand même plus pragmatiques. Merci. Je voudrais remercier en votre nom et personnellement donc les 2 conférenciers qui m'ont apporté un certain nombre de clarifications, qui ont répondu aux questions. Je voudrais remercier également la Bourse de Casablanca d'avoir co-organisé ce workshop et particulièrement l'équipe qui s'est occupée. Donc merci encore pour nous accueillir. Et je vous remercie également de votre présence et de votre également patience. Et merci au prochain workshop.